Donc, ouais, je voulais évoquer les mesures en astronomie. J'essaye avec Zoom, ça a l'air pas mal pour l'image et le son. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc les mesures en astronomie dans le but en fait de savoir un petit peu comment on sait que l'univers s'étend, que la telle étoile se trouve à telle distance, de quoi elle est composée. Enfin voilà, comment on sait toutes ces choses-là, quoi. Donc, je les divisé en 2, les techniques de détection avec, on va dire grosso modo les télescopes et les méthodes de mesure avec en particulier la spectrométrie, la photométrie qui sont essentielles et qui permettent de faire tout un tas de mesures, mathématiques et physiques, quoi. Donc, dans les techniques de détection, on va voir les ondes électromagnétiques, puis les ondes gravitationnelles et en dernier, vite fait, les ondes cosmiques, les rayons cosmiques, pardon. Donc les ondes, électromagnétiques se répartissent sur un spectre, hein, donc, qui va du kilomètre au picomètre. Donc ça, c'est la longueur, de l'onde, on verra au fur et à mesure qu'elles ont aussi des énergies différentes. Donc les ondes radio sont très peu énergétiques et les rayons gamma sont extrêmement énergétiques. Ça a quelques implications au niveau de la matière, en fait, de la diffusion, de si ça traverse la matière ou ça la traverse pas. Donc on a, dans l'ordre des plus grandes ondes en termes de kilomètres, aux plus petites, on a les ondes radio, les micro-ondes qui sont des ondes radio, les infrarouges, la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Donc le matériel de détection, ce sont des collecteurs avec des systèmes de focalisation, donc des télescopes ou des antennes. Donc grosso modo, jusqu'aux UV, c'est des choses qu'on connaît, des antennes comme les antennes radio ou la même forme que les télescopes. Et associé à ça, aussi au lieu ou au foyer, en fait, on met un détecteur ou l'œil, hein, si on veut juste regarder, mais et ça permet la transformation de ce signal en signal électrique. Donc, la plupart des capteurs, c'est des capteurs CCD, mais il y a d'autres techniques qui sont utilisées. Et du coup, ce qu'on détecte, c'est des photons de plus ou moins grande énergie. Donc, parce qu'en fait, oui, les ondes électromagnétiques, c'est des photons. Donc là, je vous ai mis un petit schéma de la capacité de détection sur Terre, hein, donc. Donc les très grandes ondes radio sont bloquées. Les infrarouges sont pas mal absorbés aussi, ça dépend à quelle altitude on se situe. La lumière visible est un peu parasitée, mais quand même, elle passe très bien. Et les rayons gamma et ultraviolets sont bloqués par l'atmosphère. Les observatoires d'UV qu'on a sur Terre, c'est pour observer les rayons cosmiques. Donc, pour les ondes radio, le matériel de détection, ce sont les radiotélescopes. Donc, ils ont un collecteur, un détecteur, comme je vous l'évoquais. Donc, la forme est parabolique pour quasiment tous les collecteurs, en fait, à quelques exceptions près. Et donc, ça concentre les ondes vers le foyer où il y a le détecteur. Donc, dans le cas des ondes radio, c'est un analyseur de spectre. Donc, les ondes, la longueur, c'est 2 km à 10 centimètres, c'est plus ou moins à la louche, hein. Et l'énergie, c'est 0,67 nanoélectronvolts à 12 microélectronvolts. Donc, une toute petite énergie. Il détecte le fond diffus cosmologique, certaines caractéristiques du Soleil, planètes, les plasmas. En fait, il détecte principalement tout ce qui est rayonnement plutôt thermique, sachant qu'il y a certains rayonnements visibles ou etc., qui ont aussi un rayonnement thermique. Les radiotélescopes interféromètres. L'interférométrie, c'est l'intégration des données recueillies par à différents endroits, en fait. Et le fait de les intégrer permet une meilleure résolution spatiale. Par exemple, un radiotélescope géant à une résolution d'une minute d'arc. Le premier interféromètre qui faisait 27 km à une seconde d'arc.
et ALMA, qui est la référence en ce moment, 20 millisecondes d'arc. Donc, le message qu'on a informatique, on va dire, c'est plutôt électrique, mais bon, c'est le message qu'on voit ici, la donnée brute, ici. Et là, on a un radiotélescope amateur. Je trouve ça sympa. Donc, il y a si ça intéresse certains, on peut faire de la radioastronomie en amateur. Là, on a le télescope Lowell, qui est un vieux télescope, et c'est même un musée, quoi. Et en image, on a une image radio de la Voie lactée lors de réglages par le radiotélescope de la Villette. Les micro-ondes, donc, dont longueur d'onde 1 millimètre à 10 centimètres, elles font une énergie de 12 microélectronvolts à 1,2 milliélectronvolts. Et on observe le fond diffus cosmologique, pas exclusivement, mais bon, il est connu pour ça. Donc, avec les satellites Planck, OB et WMAP, pas dans l'ordre. Et on peut aussi faire, là, on a un disque protoplanétaire avec ALMA. Et donc là, on a une image de l'interféromètre ALMA. Donc, c'est un assemblage de radiotélescopes. Donc, encore, voilà, dans les micro-ondes, on a la tête de cheval, en visible et dans les micro-ondes. Et là, on a le fond diffus cosmologique avec Planck, donc l'image la plus définie, on va dire, WMAP et COBE. Les infrarouges, ils vont de 700 nanomètres à 1 millimètre. L'énergie est de 1,2 milliélectronvolts à 1,7 électronvolts. Donc déjà, on a déjà une énergie bien plus, c'est bien plus énergétique, quoi. On distingue l'infrarouge proche, l'infrarouge moyen, et en fait, il y a des infrarouges lointains. Et en fait, en fonction de ce qu'on observe dans ces différents infrarouges, on peut le faire sur Terre ou pas. Donc voilà, donc en fait, pour contourner les problèmes, on peut monter en altitude, mais on ne peut pas avoir accès à tous les infrarouges en altitude. Donc là, je vous ai donné l'exemple, là, c'est des télescopes Spitzer et Herschel, ce sont des satellites. Donc on détecte en particulier les objets masqués en lumière visible. Donc on peut voir des choses qui sont absolument invisibles en lumière visible. Nuages de gaz ou de poussière, objets froids ou peu lumineux. Et le centre de notre galaxie, toutes les pouponnières d'étoiles, proto-étoiles, tout ce qui a pas suffisamment d'énergie pour être finalement dans le visible ou dans des énergies encore plus importantes, comme les naines rouges aussi, les planètes. Et aussi, il faut noter que la lumière se décale vers le rouge avec la distance. Et du coup, tout ce qui est très lointain n'est pas forcément visible dans les autres longueurs d'onde, mais visible dans l'infrarouge. Dans le détecteur, ce sont des télescopes optiques avec un miroir parabolique pareil. Et ils ont, là j'ai vu des détecteurs différents comme le bolomètre par exemple, il y en avait d'autres, mais le capteur CCD reste utilisé. Et en fait, ils utilisent une technologie en physique que je ne comprends pas bien, hein, mais que je signale. Donc, l'effet photoélectrique pour le capteur CCD. Et pour le bolomètre, c'est l'énergie thermique, en fait. C'est une autre physique, en fait. Donc, on a une image en infrarouge des piliers de la création et d'Andromède. Et un observatoire au sol, donc ils sont très rares, hein, donc j'ai eu du mal à en trouver, et Spitzer en télescope. Maintenant, lumière visible, donc 400 nanomètres à 800 nanomètres, en énergie 1,7 à 3 électronvolts, donc avec les télescopes optiques, le même principe de collecteur, principalement des détecteurs CCD, mais j'ai vu d'autres exemples tout de même. On utilise l'interférométrie en optique, en particulier avec le VLT. Donc, c'est des télescopes mis en réseau, mais à l'heure actuelle, on a même utilisé des télescopes optiques aux quatre coins de la Terre, en fait,
pour avoir une meilleure résolution. Le même principe dont je parlais tout à l'heure en radio. On utilise aussi l'optique adaptative. C'est une méthode qui utilise en fait, on crée une fausse étoile à l'aide de rayonnements laser dont on connaît précisément les caractéristiques. Et du coup, les télescopes qui utilisent l'optique adaptative sont capables de modifier leur miroir de manière à compenser les déformations créées par l'atmosphère ou les problèmes, de temps, d'humidité, etc., quoi. Donc, ça s'appelle l'optique adaptative. Il y a aussi la coronographie qui est utilisée. On masque une étoile parce qu'elle est trop brillante, ce qui permet de voir ce qui est masqué d'habitude par la luminosité de l'étoile. Donc, on peut détecter une planète, une comète. Et donc, je vous ai mis une petite image de coronographe amateur avec un petit schéma que je ne comprends pas bien, mais parce que je ne connais pas bien les filtres, etc. Mais ça parle sûrement à certains d'entre vous. Donc, en amateur, il y a aussi des astronomes qui utilisent la coronographie. Donc, en lumière visible, je n'ai pas mis beaucoup d'images parce qu'on connaît bien le télescope spatial Hubble, bien sûr, l'Extreme Large Telescope et notre bon vieux télescope habituel. Donc, en ultraviolet, donc dans des longueurs d'onde de 10 à 400 nanomètres, avec une énergie de 3 électronvolts à 120 électrovolts. Donc, c'est déjà très énergétique. C'est des télescopes optiques, mais ils ont quand même leur miroir adapté parce que la longueur d'onde est petite et commence à traverser la matière. Donc, ils servent particulièrement à déterminer la composition chimique, la densité ou la température d'un milieu interstellaire des étoiles jeunes, donc bleues ou chaudes. Le télescope Hubble, qui va aussi, je crois, dans l'infrarouge, il a quand même une gamme assez étendue d'observation, fuse. Il y a beaucoup moins, c'est plus difficile de trouver des télescopes en ultraviolet. Et pour l'observatoire Pierre-Auger, dont je parlerai tout à l'heure, c'est pour les rayons cosmiques parce qu'il se situe sur Terre, donc il ne peut pas détecter ce qui se passe dans le ciel, en fait. Donc, voici les dentelles du cygne en ultraviolet, Andromède, qui est splendide, et le satellite Galex, un des rares d'un télescope que j'ai trouvé en ultraviolet. Alors, les rayons X, ils sont produits par la transition électronique. La transition électronique, c'est le passage d'un niveau d'énergie à l'autre des électrons lors de certaines interactions entre les particules. Et lors de ce passage, l'énergie est mise sous forme de photons, donc plus ou moins énergétique. Donc, le longueur d'onde de 10 nanomètres à 1 picomètre, donc 10-12. Donc, c'est vraiment très, très petit. On s'approche de l'espace entre les atomes. Et l'énergie est de 120 électronvolts à 120 kiloélectronvolts. Donc, ils sont absorbés par l'atmosphère et le matériel doit être à plus de 100 km d'altitude, donc comme Chandra, par exemple. Donc, les sources sont des choses très énergétiques, comme les amas de galaxies, les trous noirs, les noyaux actifs de galaxies, des rémanents de supernovas, les naines blanches, les étoiles à neutrons. Cependant, il y a aussi un fond diffus X. Certains corps du système solaire émettent des rayonnements X. Voilà, donc qui parasitent un petit peu les données qu'on reçoit avec nos détections. Là, le collecteur est bien différent, mais ils utilisent tout de même des miroirs. Donc là, je vous ai fait il y a un petit schéma, je ne sais pas moi qui l'ai fait, hein. Je l'ai pris, je ne sais pas où, sur Wikipédia peut-être. Donc, c'est un schéma type. J'ai trouvé beaucoup ce schéma reproduit. Donc, avec l'entrée de la lumière se fait en numéro 3, avec ma souris là. Miroir parabolique en 1 et hyperbolique en 2 pour concentrer la lumière et la collecter sur le point 4, en fait, qui est le point focal. Et du coup, là, on met les détecteurs. Donc, ça ressemble à ça. Du coup, c'est vrai que ça ne ressemble plus du tout à un télescope. On va dire quand même ce sont les mêmes principes
de détection, il faut en fait que la lumière soit rasante pour pouvoir être orientée. Parce qu'on se trouve vraiment dans des toutes petites distances et du coup, la lumière a tendance à traverser, enfin, les photons ont tendance à traverser la matière. Donc là, on entend parler beaucoup de détecteurs semi-conducteurs, mais il y a là tout un panel de détecteurs qui va encore plus se complexifier dans les rayons gamma. Donc là, je vous ai mis quand même l'intérieur d'un satellite de détection parce que c'est pour montrer combien c'est complexe. Il y a tout de même encore des capteurs CCD, donc détecteurs à semi-conducteurs, microcalorimètres, donc pour la température. Et ils sont associés au point focal. Donc là, il y a un spectromètre, par exemple. Voilà, le système est vraiment plus rien à voir et extrêmement complexe. Ça, c'est le détecteur et ça, je crois que c'est le spectromètre sur Chandra. Donc, c'est vraiment une association d'appareils sans lequel on ne pourrait absolument pas détecter les rayons X. Et là, on a une image de la Voie lactée en rayons X. Donc, avec le satellite Chandra de la NASA, XMM Newton avec l'ESA, une image de la galaxie d'Andromède avec Chandra et une image vue par Rosita, donc du centre de la Voie lactée. En rayon gamma, donc là, ils sont produits de deux manières, par transition nucléaire, donc le passage d'un noyau d'un niveau d'énergie à un autre. Donc là, c'est des énergies bien plus grandes. Et donc cette transformation émet des photons, du coup, hein, mais très énergétiques, encore plus énergétiques. Ils sont aussi produits par la collision avec des électrons relativistes, c'est-à-dire qui voyagent à la vitesse de la lumière. Donc, pardon. Un picomètre, donc 10-12 à 0,01 picomètre, 10-14, et une énergie 120 kV à 120 mégaélectronvolts. Sachant que l'énergie d'un moustique en vol, c'est 1 téraélectronvolt, mais que ça, c'est un moustique, quoi. C'est pas un élément minuscule, en fait. Donc voilà une image du satellite Fermi. Et pas, contrairement à ce qui est écrit, du télescope au sol. Je ne sais pas pourquoi. Bref, ça utilise l'effet Cherenkov pour la détection. Les rayons gamma, donc là, le détecteur, c'est un ensemble plutôt de détecteurs plutôt qu'un collecteur avec des détecteurs, même s'il y a quand même une notion de collection avec, par exemple, ici le trajectographe. Ils sont obligés de mettre un détecteur anti-coïncidence là, c'est-à-dire pour filtrer que les rayons X et le reste ne rentrent pas dans le télescope pour éviter un certain parasitage, on va dire. Le radiateur qui détecte les rayons, en fait. Le calorimètre, voilà. Et en fait, c'est tout un tas de systèmes très complexes que je ne peux pas vraiment expliquer parce que je ne comprends pas déjà. Et parce que même si je comprenais, je pense que ce serait extrêmement compliqué à expliquer. Donc voilà l'image du satellite là. Et donc là, il détecte les objets les plus énergétiques, étoiles à neutrons, quasars, supernova, hypernova, rémanentes de supernova, trous noirs stellaires et supermassifs. Bref, tout ce qui est capable en fait d'atteindre la structure des noyaux des atomes. Donc 2000 mètres au moins. Alors je suis surprise, voilà. Et loin de toute pollution lumineuse, donc apparemment, sur Terre, on peut tout de même faire de la détection gamma. Donc là, on a une image de la Voie lactée en gamma. Donc un petit peu récapitulatif donc, sur les ondes électromagnétiques. Donc on a les ondes radio, micro-ondes, infrarouges, le visible, l'UV, les rayons X et les rayons gamma. Donc voilà, qui sont détectés principalement donc, avec des collecteurs et des détecteurs pour tout ce qui n'est pas rayons X et rayons gamma, qui devient plus compliqué avec les rayons X et les rayons gamma. Donc, il y a des images ici, donc en ondes radio, en micro-ondes.
Donc ça, c'est la Voie lactée, hein. Les infrarouges, les rayons X, les rayons gamma, la lumière visible, et je n'ai pas trouvé du tout d'image en ultraviolet. Et du coup, c'est vrai qu'en fonction de la longueur d'onde dans laquelle on observe, on n'a pas du tout les mêmes informations. D'où l'intérêt d'observer dans les différentes longueurs d'onde. Donc maintenant, on va parler des ondes gravitationnelles. L'onde gravitationnelle, c'est la vibration de l'espace-temps. Donc, elle se détecte à l'aide d'un interféromètre laser. Donc, le principe est simple tout en étant compliqué en vrai, quoi. C'est un laser qui est projeté sur une lentille qui est du coup divisée en deux lasers et réunie sur un détecteur qui est là. Donc, s'il n'y a rien qui perturbe le laser, l'image obtenue par le détecteur est l'exacte trace de l'image qui a été émise, qu'on connaît précisément puisqu'on l'a émis. Et si jamais il s'est passé quelque chose chemin faisant, l'onde sera différente en fait. Elle sera parasitée par le bruit ou le mouvement qui a fait bouger l'onde en fait. Donc, c'est beaucoup moins intuitif et beaucoup plus complexe que les ondes, regarder, par exemple, un objet avec l'œil. Il y a beaucoup de parasites. Donc là, c'est vraiment des mathématiques, la détection, encore plus que le reste, si c'était déjà pas mal le cas en rayon X et rayon gamma. Mais donc là, il faut pour interpréter l'image qu'on va avoir, le sinusoïde qu'on va avoir de notre onde, il faut enlever tous ces signaux qu'on voit là, qui sont dus au bruit sismique, bruit thermique, installation mécanique, l'atmosphère, etc. Donc, il y a beaucoup de calibrage pour pouvoir enlever toutes ces ondes-là de la courbe finale. Donc là, on a le résultat lors de la détection par LIGO d'une coalescence de trous noirs, du bruit prévu donc par la théorie. Je crois que c'est celui-là, le bruit prévu. Je ne parle pas bien anglais. Et comparé par rapport au bruit obtenu. Donc, une fois tout le calibrage et tous les nettoyages faits. Les rayons cosmiques, c'est un flux de particules qui se déplacent dans le milieu interstellaire et qui arrivent sur la Terre. Donc, on les détecte avec des satellites et sur Terre, en fait. Les noyaux atomiques, les particules chargées, comme les protons, les noyaux d'hélium, lithium, antiprotons, électrons, etc. Et les particules neutres, comme le neutrino. Donc, les particules neutres, elles traversent l'espace sans être perturbées par la matière. Elles vont en plus ou moins ligne droite. Donc, si on en détecte, ce qui est assez complexe, on peut déterminer leur direction. Elles viennent directement tout droit. Mais les autres, en fait, elles sont perturbées par le milieu qu'elles traversent et déviées. Du coup, on ne peut pas vraiment savoir d'où elles viennent. Elles viennent forcément de près, puisqu'elles ont été perturbées par leur milieu. Donc, elles ne viennent pas de loin. Et en plus, ce n'est pas facile ou pas possible de savoir d'où elles viennent. Les rayons cosmiques, donc, les appareils qui sont utilisés, c'est, on va aller voir plus loin, je vais passer cette page. Donc, la chambre à brouillard, dans laquelle on peut détecter que les particules chargées. En fait, on met un gaz là, et les rayons cosmiques sont déviés par les particularités de ce gaz, en fait. Donc, on peut regarder leur trajectoire et leur énergie en fonction du trajet qu'elles font et dans quel sens elles se déplacent, en fait. Donc, c'est une des premières méthodes qui a été utilisée pour détecter les rayons cosmiques. Ensuite, on a les télescopes Cherenkov qui utilisent donc l'effet Cherenkov en physique, que je ne peux pas vous expliquer. Donc là, on a l'image obtenue par le télescope. Et donc, on utilise un radiateur, c'est-à-dire quelque chose qui a un effet sur les rayons.
et un photodétecteur. Donc ça, c'est les photodétecteurs, les photomultiplicateurs. Et le radiateur, c'est une cuve. Il y a de l'eau tout autour, en fait. Voilà, une cuve de 50 000 tonnes d'eau, ultra pure. Et on cherche en particulier des neutrinos de haute énergie. Alors là, ce détecteur, il permet de détecter des neutrinos, donc éventuellement, par exemple, s'il y a une supernova, mais son champ le champ d'où peuvent venir les neutrinos est très large. Donc, il peut définir une zone, mais très grande, pour dire aux autres télescopes en visible UV, etc., ultraviolet, infrarouge, tout ce qu'on veut, de se focaliser dans un lieu, mais il ne peut pas définir, à l'heure actuelle, ça pourrait venir, il ne peut pas définir une zone très précise. Et donc ça, c'est l'observatoire Pierre-Auger, qui est visiblement une référence. Je suis tombée dessus à tout bout de champ. Avec, donc lui, il associe différentes technologies, dont le détecteur Cherenkov, qui est le même principe que celui qu'on vient de voir. Donc c'est une cuve d'eau avec des photomultiplicateurs. Donc là, on voit la cuve d'eau. Il y a des détecteurs à fluorescence. Donc dans l'ultraviolet, là, c'est un détecteur, c'est un télescope dans l'ultraviolet, je pense. Donc, il y a des mesures de muons, etc. Enfin, il y a vraiment tout un système de détection. Et ce que détectent ces détecteurs, c'est la gerbe de particules qui est produite par l'arrivée de rayons cosmiques dans l'atmosphère. C'est-à-dire que là, c'est de la physique des particules. On ne sait tout ça que grâce à la physique des particules. Et donc, on peut savoir, en fonction de ce qu'on détecte là, on peut déterminer ce qui s'est passé au-dessus dans la chaîne, en fait. Donc voilà, là, je vous ai mis un panneau scintillateur. C'est très complexe, en fait. Avec ici un photomultiplicateur dont je parlais au-dessus. C'est vraiment ouais, très compliqué. Je ne vais pas m'attarder parce que déjà, je ne comprends pas. Et ensuite, voilà, c'est pour vous montrer que pour l'astronomie, pour certaines choses, c'est vraiment, il faut vraiment beaucoup de sciences et de techniques pour pouvoir faire cette astronomie-là, en fait. Donc là, il y a le balançon stratosphérique, c'est un des premiers qui a eu lieu. On met donc dans la stratosphère des feuilles en plastique là transparents. Ils sont dégradés par le passage aérien cosmique et on mesure cette dégradation. C'est un petit peu comme le premier détecteur qu'on a vu tout à l'heure, la chambre Bouillard. Et le moniteur à neutrons, ça a l'air d'être une des techniques les plus abouties en dehors du Pierre-Auger. Et en fait, c'est tout un assemblage de technologies aussi. Par exemple, le modérateur, c'est de la paraffine qui ralentit les neutrons. Et du coup, ce qui est détecté, c'est le freinage. C'est-à-dire qu'on prend en compte le fait que les objets qu'on détecte, ils ont été freinés. Donc, c'est un ensemble d'éléments techniques, en fait. Donc, par exemple, il faut du plomb parce que ça crée une réaction secondaire. Donc, en fait, il faut vraiment maîtriser précisément la physique pour pouvoir utiliser ce genre de choses, quoi, et l'inventer, simplement. Voilà. Donc, j'ai fini et je verrai, là, j'essaierai de faire rapidement le deuxième que j'ai fait sur les méthodes de mesure. Arrêter. Hop. Fin.